Je demande maintenant aux participants de la table ronde de venir avec nous, nous rejoindre. Leur emplacement est indiqué. Eh bien, écoutez, pendant que chacun s'installe, je vais faire les présentations. Immédiatement, à ma droite, Olivier Mongin. Olivier Mongin qui est entre autres philosophe, dont une bonne partie de la vie est liée à la revue Esprit. Il vient de céder la direction de la rédaction de cette revue à Marc-Olivier Padis, mais reste directeur de la publication. Il est connu, entre autres, pour ses travaux sur les questions urbaines. Je me souviens d'un livre pas si ancien, La condition urbaine, précisément, et puis il y a d'autres choses en prévision. Et Olivier était venu il y a 10 ans déjà pour la réunion à laquelle Philippe Audic faisait allusion tout à l'heure. À ses côtés, Jean Viard qui est aussi bien connu ici. Il a notamment participé aux travaux de la conférence métropolitaine. Jean Viard a une double casquette, au moins oui, une triple, parce qu'il est aussi éditeur, mais au moins une double casquette qui est finalement assez rare. Il est sociologue, ses travaux notamment sur la question du temps libre, mais pas seulement, sont bien connus, mais il est aussi élu à Marseille, et a d'ailleurs co-signé tout récemment avec le président du Conseil de développement de Marseille un texte sur la métropolisation. Cynthia Fleury, la seule femme de l'Assemblée, mais quelle femme, enseigne la philosophie politique. Elle est intéressante à bien des points de vue, tant sont larges ses pôles d'intérêt. Mais pour ce qui nous concerne plus directement, je fais référence à un livre qu'elle a publié il y a déjà quelques années, Les pathologies de la démocratie, qui fait évidemment écho aux propos qui viennent d'être tenus. Thierry Pech, qui est tout au milieu de nous, qui est le directeur de l'excellente revue Alternative économique. Il est, ma foi, assez rare, et c'est dommage, d'interroger les économistes sur les questions de citoyenneté. Pourtant, son dernier livre, dont je vous recommande la lecture, Le temps des riches, est un livre sur la sécession des riches. La richesse ou les riches n'y sont pas condamnés en tant que tels, mais en tant qu'ils feraient sécession, précisément qu'ils ne seraient plus en mesure de fabriquer du commun, pour reprendre le titre de ces deux journées. Loïc Blondiot enseigne la science politique. C'est l'un des spécialistes les plus éminents et les plus reconnus de la démocratie participative. Là aussi, un livre assez récent, dans la même collection d'ailleurs que celui de Thierry Pech, La République des idées, un livre qui s'appelle Le nouvel esprit de la démocratie et qui est sous-titré Actualité de la démocratie participative. Vous voyez aussi là des réflexions qui sont au cœur de nos débats d'aujourd'hui. Et puis Dominique Cardon. Dominique Cardon, lui aussi auteur d'un livre récent chez le même éditeur, c'est curieux, qui s'appelle La démocratie Internet, promesses et limites. Et donc, vous l'aurez compris, Dominique Cardon réfléchit sur les questions des nouvelles technologies qui sont revenues à plusieurs reprises dans les propos liminaires. Alors voilà, oui, et puis moi, je me présente rapidement, Thierry Guidet, j'anime la revue Place Publique, pour laquelle Olivier Mongin fait une publicité éhontée et dont le dernier numéro est présent dans vos mallettes. Et précisément, le dernier numéro porte, et c'est pas tout à fait un hasard, sur deux des sujets abordés aujourd'hui, la démocratie participative, la réduction de la fracture civique avec des textes de représentants des conseils de développement et un entretien avec Jean-Paul Delevoye, et puis un gros dossier, le dossier principal sur Nantes, capitale verte de l'Europe, le label et la querelle. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'après-midi.
Alors voilà comment les choses vont se passer. Je vais demander d'abord à chacun de nos invités de réagir très, très brièvement, si vous voulez bien, aux propos liminaires de Jean-Paul Delevoye, qui pourra lui aussi reprendre la parole s'il le souhaite. Et puis ensuite, nous allons tâcher de nouer un débat, d'entrelacer quelques lignes entre nous. On se réservera, car ce serait vraiment dommage, ce serait paradoxal, ce serait même scandaleux de faire le contraire, on se réservera un moment de discussion avec la salle en fin de matinée, sachant que nous avons des contraintes horaires très lourdes. Nous devons absolument conclure à midi, c'est-à-dire dans 1h30. Donc, je vais vous demander de faire des interventions denses et ramassées. Bah, écoutez, je propose qu'on commence dans l'ordre inverse des présentations et je donne rapidement la parole à Dominique Cardon. Votre réaction aux propos de Jean-Paul Delevoye et aux autres propos qui ont été tenus par Gilles Retire et Philippe Audic. Bien, bonjour. Vraiment très rapidement, hein, moi j'ai reconnu dans le propos de Jean-Paul Delevoye beaucoup de diagnostics qu'on peut assez facilement partager. Moi je voulais revenir sur deux petites choses, simplement la question de la métamorphose. Alors et que je vais regarder simplement moi du point de vue de la question qui me préoccupe, qui est celle du numérique, des nouvelles formes prises par l'espace public, des nouvelles formes de mobilisation qui peuvent avoir lieu plutôt par la coordination des conversations. La première chose, c'est mon sentiment, c'est que quand on dit, je trouve le terme de métamorphose est très adapté à l'idée que on n'est pas dans des ruptures radicales. Moi, je suis toujours intrigué, notamment quand on vient nous dire le numérique va tout changer. Alors des fois avec des exemples un peu forts. Le numérique est en train en fait de transformer lentement, progressivement, de s'inscrire dans le quotidien. Et donc moi je suis toujours surpris par le fait que beaucoup de ces transformations en fait sont des transformations beaucoup plus lentes que celles qu'on attend, mais en même temps d'autant plus fortes qu'elles sont assez peu sensibles et très visibles. Et puis le deuxième élément moi qui me semblait alors là être plus problématique et peut-être susciter débat, c'est que moi il me semble que dans beaucoup des réflexions sur les nouvelles attentes des citoyens, sur la citoyenneté, il y a évidemment ce constat connu, régulier, répété et constant d'une sorte de méfiance vis-à-vis des institutions, des hommes politiques, des experts. Alors, des experts un petit peu moins, si j'ai bien compris les chiffres, mais enfin, globalement quand même des experts, des scientifiques, etc., qui se manifestent constamment. Mais les mêmes enquêtes du CEVIPOF montrent, et c'est ça moi, auquel je suis sensible, c'est qu'à la fois il y a sans doute un trait culturel aussi français propre dans cette idée d'une méfiance généralisée, qui a une très grande confiance dans la proximité. Il y a une confiance dans le local, il y a une confiance dans la famille, il y a une confiance dans les amis, il y a une confiance dans la forme du réseau de proximité. Et que ça traduit quand même un état très très contrasté des attitudes et des opinions sur ces questions-là. Et bon, on y reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure. Moi je crois justement que les formes de la conversation numérique par le bas, elles s'inscrivent précisément dans ce tissu dans lequel il y a à la fois l'innovation, du partage, de l'initiative, du projet, beaucoup de choses aussi très différentes qui se jouent dans cet esprit-là. Voilà. Merci. Loïc Blondiot. Oui, merci. Alors moi aussi, trois ou quatre remarques. La première, pour rebondir sur ce qu'a dit Dominique et ce qu'a évoqué Jean-Paul Delevoye, c'est effectivement ces capacités de résilience, ces capacités d'auto-organisation de la société, ces formes émergentes qui viennent du bas et qui effectivement n'ont plus besoin, ont fini par penser que l'État, l'accompagnement des autorités n'était plus forcément quelque chose de nécessaire. Et il est évident que nous avons affaire à un phénomène de ce type, c'est-à-dire à une disparition progressive de l'État, de l'État social, d'un certain nombre d'institutions, et au remplacement de ces structures relativement verticales et autoritaires par des formes plus horizontales de collaboration. Ce qui pose deux problèmes. C'est que cette capacité à se mettre en réseau, à collaborer, à coopérer, elles ne sont pas aussi largement répandues qu'on le croit. Là, je renvoie par exemple aux travaux de Robert Castel. Pour pouvoir finalement être un individu et se projeter dans le collectif
avec d'autres, il faut quand même avoir un certain nombre de certitudes de base, un certain nombre d'éléments que l'État social avait réussi à distribuer de manière à peu près égalitaire. Et donc il y a des gens qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Il y a des gens qui vont avoir plus de capacité à construire du capital social, à se projeter dans un avenir commun, local, que d'autres. Et ça pose une vraie question. Deuxième problème, c'est comment on va articuler ces petites entreprises locales, ces réseaux. Qu'est-ce qui va nous permettre d'éviter les conflits? Qu'est-ce qui va permettre de réguler sur des territoires relativement vastes ces entités qui s'auto-gouverneront de manière démocratique, qui produiront de la richesse intellectuelle, matérielle, mais qui laisseront à leur marge des zones, des individus qui finiront un jour par se révolter. Et là, effectivement, il y aura un problème d'articulation. On le voit à travers la question des métropoles aujourd'hui. Les métropoles s'enrichissent, tirent leur épingle de la mondialisation, mais au détriment de tout ce qui est à la périphérie. Deuxième remarque. En écoutant Jean-Paul Delevoye, je me disais, si j'étais ouvrier à Florange, alors c'est pas du tout de la démagogie, ce que je dis, c'est parce que je suis heureux d'écouter un politique ou ex-politique, j'en sais rien, qui soit pas complètement cynique, qui ne soit pas complètement dans le court terme et dans la gestion du présent. Et pour moi, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Mais je me dis, et j'aimerais tellement que ce discours puisse produire des effets. Et je me dis, est-ce que c'est pas un discours qui est fait pour des gens comme moi, c'est-à-dire pour des bobos installés, qui bénéficie finalement de la modernité. Est-ce qu'il est audible à l'extérieur? Et ça, c'est une question que je me pose et qui me paraît tout à fait importante. Et je n'ai pas de réponse, à vrai dire. Et il faut. Troisième remarque. Ce discours, il s'adresse plutôt à nos élites. Thierry Guidet disait que nos élites avaient fait sécession, qu'aujourd'hui c'était les élites qui étaient immorales, les élites sociales, économiques et politiques ont perdu tout sens de la moralité. Pendant des siècles, elles ont dénoncé le peuple comme immoral, le peuple comme égoïste, comme intéressé. Aujourd'hui, ce sont elles. Et je pense que ce discours, il devrait d'abord être entendu par les élites qui elles-mêmes doivent faire faire le ménage chez elles pour que ce discours devienne crédible et audible au-delà. Troisième remarque, le point sur lequel a insisté Jean-Paul Delevoye, de la culture de la représentation qui est la nôtre, de la culture très archaïque de l'autorité politique qui est la nôtre, je pense que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, nous pensons à la représentation sous la forme d'une incarnation. Les syndicats du CESE nous disent nous parlons au nom, nous sommes les porte-paroles, nous valons pour l'ensemble de la société. Et à tous les niveaux, nous avons des autorités qui représentent sur ce modèle très archaïque du roi qui incarne la nation. Or, il est absolument impératif que nous pensions la représentation sous la forme et l'autorité sous la forme de processus adaptés à des questions, à des problèmes qui impliquent des acteurs de types différents et qui ne supposent plus que certains vont pouvoir agir pour exclusivement, mais devront se faire interpeller, inclure dans des processus coopératifs, collaboratifs, d'enquête, de débat public, des acteurs beaucoup plus nombreux, à commencer par les citoyens. Merci. Alors ce n'est pas Thierry Guidet qui parlait de la sécession, mais c'est Thierry Pêche à qui je donne la parole pour une brève réaction. Oui, je vais faire plus bref que lui, vous allez voir. C'est pas difficile. Non, mais c'est... Loïc a été un des auteurs de la collection que je dirigeais, on se connaît bien, c'est une manière de lui envoyer un sourire. Alors, moi aussi je voulais réagir sur la question du manque de confiance sur laquelle est revenu Dominique Cardon. Je crois que ce qu'il a dit est important. Il ne faut pas faire de constante culturelle des événements médiatiques. Il y a une part de constante culturelle dans la défiance des Français à l'égard de l'État, je dirais une forme d'attachement querelleur à l'État. Et il faut bien voir qu'en face de ça, il y a aussi des formes de confiance dans les réseaux de proximité, dans le cercle familial, le cercle vicinal, etc. Mais on a ajouté à cette médiatisation, à cette mise en scène de la défiance,
une autre caractéristique qui serait le pessimisme excessif des Français face à la mondialisation. Moi, j'ai souvenir d'une époque qui n'est pas si lointaine, c'était 2006-2007, des livres paraissaient sur cette question et on applaudissait à leur thèse à peu près sur toutes les scènes. Et on disait, oh, regardez quand même, en gros, si je caricature, ce que ces Français sont sots quand même. Regardez, tous les autres adorent la mondialisation, ils trouvent ça fantastique et eux, ils ne voient pas que c'est leur avenir. Oui, mais enfin, la question qu'on est obligé de se poser rétrospectivement, c'est avait-il tort ou raison ? C'est pas simplement un problème psychologique, si vous voulez, le pessimisme dans cette affaire. C'est qu'entre-temps, il y a eu une crise absolument majeure du système financier mondial. Les piliers sur lesquels reposait cette mondialisation-là, hein, pas la mondialisation en général, mais cette mondialisation-là, se sont avérés en grande partie pourris, disons-le, en tout cas sérieusement vermoulus. Et d'une certaine manière, l'histoire a donné raison au pessimisme. Il faut pas prendre les gens pour des imbéciles et des enfants. C'est pas une pulsion psychologique qui les porte à être pessimistes. C'est aussi un jugement sur le monde qui les entoure. Il faut avoir une discussion sérieuse sur le contenu de ce pessimisme. Il a sans doute une part d'excès, hein, mais il faut en discuter au fond et pas simplement sur la forme. Une autre remarque, j'en ai que deux, hein, je vous rassure. Une autre remarque porte sur, je crois, des débats qui se confondent un peu entre le renouvellement des formes de la légitimité démocratique et l'efficacité des formes de l'action publique. C'est vraiment deux registres différents. On peut tout à fait se réjouir du renouvellement des formes de légitimité démocratique au niveau local, dans les cénacles et les enceintes de la démocratie participative, et s'interroger très sérieusement sur l'efficacité de l'action publique au niveau territorial. Et je pense que, d'ailleurs, la légitimité démocratique grandirait si l'action publique était plus efficace. Or, il y a un problème dans l'organisation territoriale française. Il y a un gros problème, c'est-à-dire que tout le monde est compétent sur tout, que les pouvoirs d'agir et les pouvoirs de bloquer sont très largement distribués, et que lorsque vous voulez... Ça s'appelle, notre rencontre porte sur la fabrication du commun. Lorsque vous voulez fabriquer un grand équipement commun, c'est quand même assez compliqué. Sans doute, les responsables ici présents en parleront-ils avec plus de diplomatie que je ne le fais, mais sans les citer eux, parce que je ne les connais pas, mais pour avoir souvenir d'échanges avec des gens qui avaient travaillé sur le Grand Paris, et notamment sur le projet d'un métro entre Paris-Centre et Saclay, il faut voir quand même le nombre de résistances que l'organisation territoriale, de blocage, hein, qu'elle met sur le chemin d'un projet qui est tout de même, au fond, un projet d'intérêt général. Je parle uniquement de la ligne de métro. Hein. C'est-à-dire que et les seuls, d'ailleurs, qui ne parlaient pas étaient les salariés qui étaient concernés par le transport. Parce qu'eux, ils n'étaient pas sur les territoires. Ils étaient dans le mouvement pendulaire. Bon. Donc, il faut vraiment... Voilà, on peut à la fois se réjouir du développement des formes du renouvellement des formes de la légitimité démocratique au niveau local, territorial, etc., et s'interroger gravement sur l'efficacité des formes de l'action publique. Voilà. Pour ce qui est de la sécession, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a une grande différence entre participer à et participer de, mais peut-être on pourra en parler plus tard. Cynthia Fleury. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi je vais faire pareil quatre points sur... D'abord sur la question de la mésestime de soi, il est évident qu'il y a une fabrique tout de même de mésestime de soi. Ça renvoie à pas simplement effectivement une question psychologique, elle s'appuie sur des faits, mais ça renvoie quand même à une méthodologie particulière qui commence dès l'école. Et indépendamment d'un choc culturel, il y a un choc scolaire à penser, il y a un choc éducationnel, il y a différents enseignants ici. Moi, je fais l'expérience tous les jours de ça en enseignant à la fois à l'American University of Paris et en enseignant à Sciences Po. Alors, j'enseigne à la fin de la chaîne, mais de fait, je vois se sédimenter toute cette mésestime et qui vient fracasser nos élèves. Donc sincèrement, il y a quand même un point important là-dessus. Un autre point important qui est la dialectique entre le nous et le je. Il est évident que nous sommes en érosion du nous sommes en érosion du je aussi. Donc le jeu au sens où de toute façon nous n'arriverons pas à fabriquer du commun à l'aune de la précarisation des sujets.
Donc ça, clairement, il faut refaire le lien très très fort. La démocratie, c'est ce qui préserve normalement la singularité et la subjectivité. Aujourd'hui, la démocratie est la première machine de désingularisation et là aussi d'érosion du sujet. Alors, sur le deuxième point, c'est sur ce qu'a dit justement, effectivement, d'ailleurs, à la fois Cardon, Blaudieu, Pêche, les trois devant moi, vous me pardonnerez pour les prénoms, c'est cette constance, vous avez raison, à la fois culturelle, querelleuse de la France. Très globalement, il y a une condition déceptive de la démocratie, et c'est un fait de toutes les démocraties adultes au sens de vieille démocratie. Donc on ne peut pas, et en plus, qui est directement lié à la montée en qualité de la démocratie. On appelle ça critical citizen, voilà, un citoyen qui est de plus en plus aguerri, qui est en attente, qui est aussi beaucoup plus, sachant. Il y a une alphabétisation citoyenne très très forte qui fait que de fait, il rentre aussi dans un caractère de déception. Donc il faut aussi se poser la question, quel serait le prix à payer de ce manque de déception ? De fait, ça serait une absence de démocratie et on rentrerait en régime populiste. Donc il y a tout de même cette montée du citoyen critique, mais qui est la preuve, je dirais, du succès, d'une certaine manière, de la démocratie. Autre point sur la question du progrès, puisqu'on a vu les slides, là aussi, c'est pas parce que les Français témoignent, entre guillemets, d'un regard critique sur le progrès qu'ils ne sont pas justement très attachés à la science, à la responsabilité de la science, et qu'ils ont une vision sophistiquée des choses. Donc là encore une fois, ça peut être le lieu, et les conseils de développement doivent affronter cette question, je dirais, d'une contre-culture du progrès, mais au sens positif du terme. De la même manière, la démocratie participative, si c'est seulement pour faire de la fabrique de consensus trompeurs, on se trompe. Donc le premier lieu du dissensus, ça doit être, bien évidemment, ces lieux de démocratie participative. Dernier point, sur les côtés, je dirais, plus positifs. Nous sommes déjà, heureusement, dans le temps de ce que j'appelle les outils de la régulation citoyenne, notamment sur le net. Vous avez des collectifs qui se mettent en place et qui sont extraordinairement experts, et le CESE peut travailler davantage avec eux. Je pense au collectif Roosevelt, je pense aux économistes atterrés, je pense à la République des idées, si c'est d'autres termes plus de think tank. Enfin, il y en a quantité qui font un travail presque para-législatif. Je veux dire, on pourrait davantage les intégrer. Et puis, dernier point, je crois que nous sommes plusieurs ici à demander une grande métamorphose du CESE et une grande mue du CESE en troisième assemblée de la société civile. Et là, je crois que la métamorphose, j'espère, est en route. Merci. Jean Viard. Je ne suis pas aussi noir. Alors moi, je vais dire les choses autrement. Je vais dire, pour moi, c'est une société du bonheur privé et du malheur public. Et je crois qu'il faut bien voir que, y compris dans toutes nos sociétés européennes, si elles ne se révoltent pas, c'est parce qu'on y vit bien. Majoritairement. Et qu'on le dit toute la journée. Et que, bien sûr, ce sont les études d'opinion qui le disent. Mais quand une société gagne 3 mois de vie par an, que les femmes font à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent, on ne peut pas dire qu'elle se détruit. Quand la construction des liens familiaux, l'élargissement des phénomènes de solidarité dans la famille existe, on ne peut pas dire que ça se détruit. Quand on est passé, Rifkin disait l'autre jour, on est arrivé à 2,3 milliards de téléphones portables contactés sur Internet dans cette planète. On change de système de communication. Donc, bien sûr, les problèmes, je les vois comme tout le monde. Mais je pense que une partie des problèmes, c'est la déconnexion entre les structures organisées, verticales, comme le dit tout à fait le président, et puis cette réorganisation de la société. Et je crois que n'éclairer que la désorganisation, c'est conduire la société vers, au fond, l'incapacité à comprendre comment elle est très créative. Et je pense que, si vous voulez, c'est là-dessus que j'insiste. Quand on a gagné une génération depuis la guerre, on n'a pas réorganisé nos sociétés. Une génération depuis la guerre, 21 ans d'espérance de vie en plus. On est grands-parents à 53 ans, on perd ses parents à 63 ans, on est à la retraite ensemble, on hérite quand on est déjà à la retraite. Tout ça, c'est des bouleversements gigantesques, y compris d'un point de vue symbolique. On n'en discute pas, les politiques publiques n'ont pas évolué. Est-ce qu'il y a des politiques publiques pour la proximité des familles dans le territoire? Est-ce qu'il y a des attributions privilégiées des HLM pour que les parents et les enfants puissent
rien du tout. On n'a pas compris qu'on avait changé de société à ce niveau-là. Donc je prends quelques exemples comme ça, mais c'est pour dire, on passe au fond, pour le dire très clairement, d'une société beaucoup plus horizontale, on l'a tous plus ou moins dit, mais avec une faiblesse des institutions politiques locales qui sont liées à un clientélisme, une superposition, y compris les conseils de développement. Je veux dire, ne rêvons pas, on n'a pas régénéré la démocratie avec tout ça. C'est mieux, c'est mieux. Mais enfin, cette démocratie, elle est loin. Et en plus, les retraités sont en train d'enquister la démocratie. L'essentiel des conseils d'administration des associations et 50% des conseillers généraux sont des retraités. C'est normal, la vie s'est allongée. On s'occupe après le travail, c'est un grand atout. Mais il faut aussi le réfléchir comme ça. J'ai rien contre ça, j'ai 63 ans, mais comprenons ça. Voilà, donc je voudrais dire ça. Je voudrais dire une deuxième chose. La place du travail a complètement changé et c'est définitif. On travaille à peu près 10% du temps des sociétés modernes. On travaillait 40% avant-guerre de 40. Donc, nous sommes des sociétés bâties sur le temps libre. C'est là que se crée le lien social, la proximité, la qualité de vie. Et au fond, ce qui attire la créativité économique aujourd'hui, je dirais le soft attire souvent le hard. Et ce qui est un drame terrible, effectivement, pour des ouvriers de production dans certains secteurs, etc. Mais c'est aussi parce que les institutions ne font pas leur travail. Prenons Aulnay. J'ai interviewé quelques années au congrès de la CFDT en disant « On sait tous qu'Aulnay va fermer. Pourquoi c'est pas vous qui dites aux ouvriers dans 5 ans, 7 ans ça va fermer? Comment on change vos vies? Comment on l'accompagne? Pourquoi est-ce qu'on continue à dire que ça ne fermera pas? On le sait depuis des années, que ce type d'entreprise, qu'elle ne se compte, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où les institutions là-dessus ont une énorme responsabilité dans leur capacité, d'une part à dépendre ce qui peut être défendu, bien entendu, mais aussi à anticiper des années à l'avance, à accompagner les gens et à pas leur dire on ne va pas fermer, parce qu'on les met devant un mur. Donc ce changement-là, il faut le comprendre. Et dernière remarque par rapport à ce qu'a dit le président, j'aime bien son analyse, mais on ne refera pas des sociétés verticales. Je crois qu'on fera des sociétés où il y aura un mariage entre le vertical et l'horizontal. On ne va pas non plus aller dans une société que horizontale, où il y aura tout par Internet, où on va tous produire notre énergie, etc. Non plus. Il y a aussi des grandes firmes mondiales, il y a aussi des grands enjeux. Mais il y a cette quête. Alors, la nostalgie du vertical, y compris chez un ancien gaulliste, je la comprends fort bien, mais je pense qu'on n'y reviendra pas complètement. De la hiérarchie du chef, du haut vers le bas. Mais je ne le dis pas méchamment, vous savez que je vous aime beaucoup. Mais je dis quand même, là-dessus, il y a une vraie réflexion à avoir. Et comment notre culture là-dessus, politique, va être capable de dire ça? Et je finirai en disant, pour moi, quand je dis la France est un pays du bonheur privé de la République, on est moins heureux que les autres pays au niveau du déclaratif. Les Français, 75% déclarent être heureux dans leur vie privée, leur couple, leur travail, etc., aimer leur entreprise. Faut faire attention. Mais les Allemands, c'est 90%. Donc on n'est pas du tout au sommet là-dedans. Il y a tous ceux qui sont malheureux, il y a tous ceux qui sont exclus. Mais qu'est-ce qui est exclu? Ce sont des niches. Les femmes seules avec enfants, 1 500 000. Les 7 millions de personnes seules. C'est une société qui a des pôles de destruction. Des territoires où il y a une entreprise qui se casse. Il reste rien. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, il faut vous parler, mais je ne parle pas dans le micro? Bon, je parle trop vite. Donc je dis que simplement, pour finir, que c'est une société où il y a des niches de souffrance. Il ne faut pas en tirer des moyennes. Parce que c'est une société de discontinuité, de mobilité, et que ça, c'est nos choix. Et je donnerai juste un chiffre pour finir. Quand 53% des enfants naissent hors mariage, quand un mariage sur 2 se défait avant 5 ans, ça veut dire que les citoyens, avec leurs pieds, ont modifié leur rapport aux institutions dans ce qu'il y a de plus intime, l'enfant et la famille. Ce n'est pas imposé, c'est des choix. Comment ce choix que nous avons mis dans nos vies intimes, on le met dans l'espace public, on le met dans la culture du travail, etc., plutôt que de vouloir effectivement reconstituer des familles mariées pour tout le monde. Merci. Alors que Jean-Paul Delevoye se rassure, je vais lui offrir une espèce de droit de réponse tout à l'heure. Mais d'abord, une réaction d'Olivier Mongin. Oui, très vite, beaucoup de choses ont été dites. Je m'inscris un peu dans ce qui a été dit sur la démocratie déceptive. Mais je vais prendre le mot qui a été employé plusieurs fois par Jean-Pierre Delevoye, représentation. Je pense, Jean-Paul, excusez-moi, je pense d'abord qu'il y a une crise de la représentation mentale, pour pas dire intellectuelle, puisque je suis un intellectuel. On a une crise de compréhension de ce qui se passe. Je dirais pas usure psychologique, je dirais usure historique d'une culture politique en métamorphose. J'accepte tout à fait l'idée, mais usure historique. Pourquoi? Parce qu'on a un très gros problème de représentation de ce qu'est la mondialisation en cours. On peut être en désaccord là-dessus. Pour moi, la mondialisation, c'est pas que l'ouverture du marché. On est au centre des débats des conseils de développement. Mon ami géographe Michel Dussault dit la mondialisation, c'est la métropolisation.
Hein, c'est l'urbanisation du monde. On a affaire à la dernière génération à l'échelle mondiale en voie d'urbanisation. Urbanisation galopante, extrêmement difficile. Pour ça que la question de la métropole, elle est au centre des débats aujourd'hui. Et moi, je n'accepte pas nécessairement l'idée que la métropole, dont on ne sait pas trop ce qu'elle est en France, puisqu'elle est en voie de constitution, elle est nécessairement inégalitaire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué. Donc la mondialisation, c'est la troisième mondialisation historique. Elle ne nous fait pas sortir du monde industriel, elle nous fait rentrer dans le monde de la révolution numérique, qu'à mon avis, dont on n'a pas saisi encore tous les tenants aboutissants. Pour travailler sur l'urbanisme mondialisé, on voit que ce qui se passe dans le virtuel, il se passe dans le réel. Qu'est-ce qu'organise le monde urbain aujourd'hui en Chine, au Brésil? C'est les connexions. Le vocabulaire que vous avez sur Internet, vous le plaquez directement sur la réalité urbaine. Il faut accéder aux connexions. Si vous n'accédez pas aux connexions, les connexions, c'est le transport, c'est les aéroports, il faut avoir les ports, etc. Si vous êtes hors connexion, vous êtes hors jeu, pour reprendre. Donc c'est le premier point. Il y a un gros effort à faire sur notre représentation de la mondialisation, qui est un état de fait, qu'on l'aime ou pas. Et la France, je pense, n'y est pas rentrée, parce qu'elle a un modèle universel. Elle a un modèle universel qu'elle a beaucoup de mal, dont elle voit très mal les atouts que ça représente. Et ça représente des atouts. Moi, je ne suis pas négatif. Deuxième question, la représentation politique après la représentation intellectuelle, je dirais, historique plutôt. Un livre très intéressant récemment paru de l'ancien directeur de l'IRD, Jean-Michel Severino, Le basculement du monde. Je suis encore dans la mondialisation. Qu'est-ce qu'il dit très bien? Il prend l'exemple de Lula, syndicaliste, homme de la démocratie sociale. Lula, il n'a fait aucune réforme politique. Il faut être clair. Trop de corruption, d'ailleurs lui-même est un peu piégé en ce moment, trop de corruption, trop de clientélisme, trop de lobbying. Il a fait des réformes sur le plan de la démocratie urbaine et de la démocratie sociale. Intéressant pour les conseils de développement. Démocratie urbaine, c'est très important à l'échelle mondiale aujourd'hui. Alors est-ce que ça veut dire que nous, on n'a rien à faire sur la démocratie politique? J'espère qu'on va rebondir là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'on est à croire qu'elle est vraiment totalement inapte, totalement corrompue? Pas du tout. Moi, je pense, on est devant les conseils de développement, que si les conseils de développement ne sont pas partie prenante des débats, on en parlait hier soir avec William, le coordinateur des conseils, n'est pas partie prenante des débats assez bizarroïdes en cours sur les métropoles, et donc la future loi sur la décentralisation, je ne sais pas trop qui peut être partie prenante de ces débats. Hein, ça me paraît très important. C'est justement de ne pas voir la participation à côté de la politique ou en dessous, mais comme participant à la possibilité de réformes politiques. Vous devez être partie prenante des réformes politiques en cours, dont on voit qu'elles sont extrêmement malaisées, hein, pour prendre que ce terme. Et on est au centre du débat sur la métropole et la métropolisation. Et troisième remarque, justement, quand on discute un peu avec des gens, on voit très bien qu'aujourd'hui, le problème, on ne sait pas ce que c'est que représenter la métropole et la constituer, puisque c'est le débat en cours, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes, je ne sais pas comment ça se passe, à Paris, où bon, c'est un débat en cours, constituer l'espace métropolitain. Ça veut bien dire que la démocratie politique, elle passe quand même par les territoires. S'il y a des reconfigurations territoriales, c'est bien un enjeu qui touche la citoyenneté, puisque je vais voter dans un territoire donné. Il faut quand même, et là les conseils de développement, ils sont au centre du débat politique. C'est dans un type de territoire que la démocratie s'institue. Et donc on a à reprendre, avec tous les débats sur le virtuel qu'on va réavoir, on a à reprendre ce débat sur les reconfigurations territoriales en cours et en quoi elles vont permettre ou non de modifier le système de représentation politique, à moins qu'on fasse, comme notre ami Lula, qu'on décide on ne touche pas aux politiques. Hein, moi, je pense que... Et donc, dernière remarque très courte, qui fait écho à ce que je viens de dire, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas à être déceptif. Moi, je pense que les pratiques, tous les gens qui réfléchissent sur la métropolisation, les pratiques métropolitaines, elles ont changé. Le problème, c'est qu'elles sont mal représentées. Il y a un total décalage entre la représentation des territoires, et je reviens sur ce qu'a dit mon voisin et ami, et les pratiques habitantes des gens. Et les pratiques habitantes, ça va des loisirs au travail. Hein. Il y a aujourd'hui un total décalage entre la représentation des territoires, d'où les débats sur le périurbain, le vote protestataire FN, etc., qui sont très importants, sur lesquels on va peut-être revenir, mais il y a un total décalage entre la représentation des territoires et les pratiques de mobilité évoquées par Jean. Et ce n'est pas un hasard, parce que la France est un pays
des territoires qui découvrent tout d'un coup les mobilités. Les mobilités, ça fait écho à beaucoup de choses liées à la mondialisation, mais je vous signale que depuis 6 mois, la société française, elle a pris dans la figure un certain nombre de choses. Bien entendu, la question de la fiscalité, de la dette, etc. Un peu de flexibilité, un peu de compétitivité, sans pour autant avoir mis le feu au pays. Donc on voit très bien que les choses bougent avec des stratégies extrêmement diverses, très compliquées. Et tout cela pour dire la mondialisation, elle est double et biface. Et c'est là où ce qu'a dit Thierry Pech est très important. D'un côté, effectivement, François Bourguignon, dans l'éternelle et même collection qu'a dirigé Thierry Pech, vient de faire un livre là-dessus, sur les inégalités liées à la mondialisation. C'est d'un côté moins de pauvreté à l'échelle mondiale, d'un autre, je caricature, vous m'en voudrez pas, de plus d'inégalités à l'intérieur de tous les blocs nationaux constitués, de tous, de la France, Brésil, Chine. Donc ça veut dire que, effectivement, globalement, il y a un acquis, et autrement que la question des inégalités, c'est la question centrale devant nous, et les inégalités, elles sont aussi territoriales. Davy vient de faire un bouquin qui porte sur les fractures territoriales. Les conseils de développement, ils ont vraiment du boulot devant eux, c'est formidable. Merci. Comme convenu, un mot de Jean-Paul Delevoye, alors pas tellement pour vous interroger sur votre supposée nostalgie du gaullisme, mais plutôt pour rebondir sur la mise en cause pertinente, judicieuse de Loïc Blondiot. À qui parlez-vous? Et Loïc Blondiot disait, moi, si j'étais ouvrier de Florange, il y a ma foi un fait divers tragique qui s'est passé hier à Nantes. Quelqu'un qui s'immole par le feu devant une agence de Pôle emploi. Comment parlez-vous à ces gens-là? Moi, j'ai très intéressé par des différentes interventions. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas une nostalgie de la verticalité, car je suis convaincu que nous rentrons dans une société horizontale, ce qui pose un problème fondamental. Dans une société verticale, on contrôle. Dans une société horizontale, on régule. C'est pas du tout la même... Et ça renverse complètement la culture même du pouvoir. J'ai bien aimé Madame Cynthia Fleury et Thierry Pech, parce qu'effectivement, je partage votre avis sur le regard sur la mondialisation. J'ai été très frappé par une discussion que j'avais eue avec des grands dirigeants américains, qui m'avait dit, nous, on était convaincus que notre modèle était le modèle mondial, performance économique, performance culturelle, performance militaire, performance... Mais quand on voit aujourd'hui la douleur de certains de nos étudiants, etc., est-ce que vous, les Français, vous n'avez pas raison? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question que vous posez, et qui est difficile parce qu'elle est posée à tous les conseils de développement, est-ce que le modèle qu'on nous impose, qui apparaît comme un modèle dominant, donc non contestable, comment éventuellement le contester parce qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur? Mais ça veut dire, est-ce qu'on est au clair dans l'alternative? J'en suis pas sûr. Quel est le type de projet de société dans lequel on veut vivre? Est-ce que ce sont les outils de socialisation qui sont prioritaires? Si le travail marchand n'est pas offert à tous, est-ce que l'activité non marchande est un enjeu de socialisation? Un vrai débat. Et donc on voit bien d'ailleurs tous les débats sur l'économie sociale et solidaire qui est contestée par l'économie, etc. La seconde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la structure familiale que vous évoquiez est encore un élément de socialisation? Oui, non, comment? Et je vois bien que la proximité que vous évoquez, est-ce que c'est un réflexe parce que l'aventure collective est dangereuse ou au contraire, c'est un réflexe de confiance parce que je connais celui alors que je ne connais plus? Et comme on a un recul de croyances individuelles et d'espérances individuelles, je suis très impressionné par la capacité qu'ont un certain nombre de personnes de se livrer pieds et mains à des bonimenteurs et à des marchands d'illusions parce qu'il y a une désillusion offerte par l'offre politique. Et l'offre politique est aujourd'hui plus une offre de stratégie de pouvoir qu'une offre de partage de convictions. Donc il y a toute une série de questions qui, moi, m'interpellent dans tous les débats que vous avez évoqués et qui m'intéressent parce que l'on voit bien que la résilience est extrêmement différente. On a rendu, puisque vous parliez de ça hier, un avis sur le suicide et donc sur les risques psychosociaux et sur la fragilité individuelle, qui est un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup réfléchi. Il y a 10 000 tentatives de suicide en France, il y a 200 000 tentatives de suicide. La vraie question, c'est qu'on s'aperçoit que selon les cultures, la culture africaine, par exemple, offre une résistance individuelle plus forte par les réseaux de proximité. Est-ce que c'est une culture qui est différente de la nôtre? Je n'en sais rien. Et le vrai sujet sur faire vivre ensemble des personnes hétérogènes et retrouver un modèle de société, de vivre ensemble sur un territoire donné,
Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. La dernière interpellation qui reflète dans toutes vos discussions, c'est est-ce que c'est la fin des États? Est-ce que c'est la montée des territoires? C'est un sujet mondial. Et la société aujourd'hui n'a plus rien à voir. On a un regard sur une société rurale alors que demain c'est la société urbaine. On avait un regard sur une société où chacun avait un travail dans des grands emplois industriels. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour tous. C'est un sujet dans lequel les phénomènes de solidarité et d'hétérogénéité et de diversité sont en train de poser la question de la diversité culturelle et de l'altérité. C'est des sujets qu'on n'a pas du tout évoqués. Et donc là, il y a des questions politiques fortes dans lesquelles le système a tendance à apporter des réponses conventionnelles, quand je crois que les questions qu'évoquaient les uns et les autres, Loïc Blondiot, Dominique Carton, Thierry Pêche, etc., c'est de dire comment contester ce qui est une pensée dominante, parce que ce n'est pas parce qu'elle est dominante et habituelle qu'elle est forcément pertinente. J'espère que la salle est solidaire de ma perplexité. Vous avez vu la richesse des interpellations, le nombre de pistes sur lesquelles nous pourrions partir, alors qu'il nous reste une demi-heure de débat entre nous et 1 heure au total si l'on inclut la discussion avec la salle. Donc je vais proposer que nous abordions un thème qui est revenu dans la plupart de vos propos, que vient également d'évoquer Jean-Paul Delevoye, et qui correspond bien, ma foi, à la vocation des conseils de développement, c'est la place du local, l'importance de la proximité. Nous avons entendu Dominique Cardon, le premier à s'exprimer, qui dit oui, il y a une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est éloigné, mais en même temps, il y a une vraie confiance dans le local, et le local comme capacité, comme lieu possible de résilience des sociétés. J'ai entendu Thierry Pêche avec son propos qui mérite, à mon avis, d'être creusé sur le lien entre action territoriale et légitimité démocratique. Et on a des exemples, enfin un exemple brûlant en tout cas, ici sur cette question. Ce que disait Cynthia Fleury sur le rapport entre le nous et le je. Et on pourrait développer. Donc j'aimerais bien que nous abordions assez rapidement cette question, et que dans un deuxième temps, on vienne sur le point qu'a abordé Olivier Mangin sur la question de la métropole, de la métropolisation. Et là-dessus, d'ailleurs, j'aimerais bien écouter aussi Gilles Retière, qui a, en tant que président de Nantes Métropole, forcément un point de vue là-dessus. Donc, les choses vont se passer de manière assez directe, vous rebondissez les uns sur les autres, mais je propose que ce soit Thierry Pêche qui ouvre le propos en revenant sur ce qu'il disait et en approfondissant un petit peu la question du lien entre les difficultés de l'action territoriale et la question de la légitimité démocratique locale. Thierry Pêche. Bon, alors, j'improvise un peu quand même. Oui, on est là pour ça. D'accord. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe en France, c'est l'efficacité très relative, pour rester charitable, de l'action publique territoriale. Alors que ça fait à peu près maintenant 35 ans qu'on décentralise à tour de bras. Vous pouvez donner des exemples ? Oui, le budget de l'Alsace, de la région Alsace, c'est 700 millions d'euros. Le budget du land voisin Baden-Württemberg, c'est 37 milliards d'euros. Voilà un exemple. Il est petit, bon, alors évidemment, c'est pas les mêmes populations, on peut corriger, mais voilà, corrigez tous les biais que vous voulez, à la fin, vous avez un nain politique. Mais donc là, c'est pas une faiblesse de l'action, c'est une faiblesse des moyens. Oui, mais et la faiblesse des moyens explique peut-être la faiblesse des résultats. À la fin, ça fait une faiblesse de l'action publique. C'est un sophisme. Il y a un moment où la dispersion des moyens organise la paralysie de l'action publique. Si vous dispersez, vous saupoudrez sans cesse des moyens sur une multitude de petits chefs, de petits barons, de petits ceci, de petits cela, vous n'avez pas une grande politique. Vous avez X fois une petite politique. C'est ça le problème quand même. Bon. Alors que je suis convaincu que, si vous voulez, moi je me reconnais pas tellement dans le discours de Jean-Paul Delevoye, sauf ce qu'il dit à la fin, qui me semble être la vraie, bonne, grande question des années qui viennent. C'est-à-dire, on va être dans une phase de faible croissance durable. C'est quoi une politique, une bonne politique
dans un contexte comme celui-ci? C'est ça la grande interrogation politique qui peut faire bouger, qui peut bouleverser le paradigme politique dominant aujourd'hui. Parce que le paradigme politique dominant aujourd'hui, ça consiste à nous dire on va passer un mauvais moment, mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, dans 2 ans, dans 3 ans, tout revient à la normale. Et la normale, c'est quoi? C'est en gros le truc qu'on n'a pas vécu depuis 30 ans, c'est-à-dire c'est les 30 glorieuses. Bon. Et à ce moment-là, on redistribuera du revenu, etc., et tout ira mieux. Économiquement, c'est pas vraisemblable. Il faut le dire. Et d'ailleurs, quand on dit autre chose, les gens ne vous croient pas. Ils ne vous entendent pas, ça n'est pas vraisemblable. Bon. Donc cette question, je reviens au sujet du local, il me semble qu'au niveau local, elle peut trouver des réponses intéressantes. Par exemple, ce qui pèse sur le budget des ménages aujourd'hui, beaucoup plus des ménages français que des ménages allemands, c'est les dépenses contraintes du logement et de l'énergie. Alors, vous comparez le logement en Allemagne, en gros, c'est 3 fois moins en coût d'achat qu'en France. Et pour ce qui est du loyer, c'est 1,5 fois moins, quelque chose comme ça. C'est aussi parce que la population allemande n'augmente pas. Non, alors je crois que ça, c'est une vision un peu mécaniste du problème. Il y a aussi des dispositifs comme le miroir des loyers, etc. Enfin, j'entre pas dans cette discussion. Il y a une vraie pression sur le budget des ménages du poste logement de l'immobilier qui correspond à une distribution des rentes. Hein, parce que, évidemment, ça profite à des gens qui sont propriétaires, cette affaire. Bien. Au niveau local, on peut construire si on a des sous. Hein. On peut libérer du foncier si on a les bonnes lois pour ça. On peut faire grandir les immeubles dans les villes au lieu de faire de l'extension urbaine. On peut faire un certain nombre de choses qui vont affecter assez rapidement le budget logement des ménages. Bon, ça, c'est une bonne politique de redistribution de revenus sans avoir à dire on va augmenter vos salaires, etc., ce qu'on ne va pas faire. C'est une manière de redonner du pouvoir d'achat à des ménages qui sont sous la contrainte. Donc il y a des choses qui peuvent se faire au niveau local. Mais moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, enfin je durcis le propos à dessein parce qu'on est dans un débat vivant, et voilà, c'est que l'action publique territoriale soit si faible, si dispersée. C'est quand même ça. Je suis plutôt un homme de gauche, c'est public, tout le monde le sait, mais il y a une mesure que la droite avait prise qui ne me paraissait pas stupide, qui était, alors ça va peut-être faire débat avec les élus territoriaux ici, mais qui était de mettre fin à ce qu'on appelle la clause de compétence générale des collectivités territoriales. Cette clause de compétence générale, elle veut que n'importe quelle collectivité territoriale puisse se saisir de n'importe quel problème. Bon, ben à la fin, ça disperse les énergies et ça n'impute pas des responsabilités publiques claires aux collectivités. Et il me semble que ce n'est pas un bon calcul. Eh bien, le débat est bien lancé. Je donne la parole à Loïc Blondiot. Après, Gilles Rottière qui bout d'impatience visiblement. Deux remarques. Deux remarques. Il faut dire aussi en réponse à ce que disait Thierry, qu'il y a local et local. Il n'y a pas une démocratie naturelle ou immanente du local. Le local, les formes de relations politiques qu'on peut trouver à l'échelle d'une municipalité peuvent être aussi verticales, aussi autoritaires, aussi personnalisées, aussi peu démocratiques que au niveau national. Et de ce point de vue-là, il faut toujours se méfier quand les élus disent nous avons une proximité au terrain qui, ipso facto, nous rend capables de, en nous-mêmes, intérioriser toutes les voies différentes de cette société locale. Non, il faut se méfier de ça. L'un des problèmes de la politique à l'échelle locale, c'est la multiplication, ça tu l'as dit, des veto players, c'est-à-dire des gens qui sont capables, effectivement, d'arrêter le processus d'action publique, multiplication des baronnies et absence, finalement, de débat public à l'échelle de vrais débats publics ou de procédures de délibération à l'échelle de l'agglomération. Deuxième remarque que je voulais faire. Si on n'est pas convaincu que la mise en place de dispositifs de participation avec le public et de débat public renforce l'efficacité de l'action publique, si on dissocie la question de la légitimité de la question de l'efficacité, à ce moment-là, il faut renoncer totalement à la participation et revenir à des administrations d'état-major de type gaulien, où vous avez trois politiques avec quelques experts et grands élus qui décident finalement au nom de l'intérêt
au nom de l'intérêt supérieur, au nom de l'intérêt général, de ce qu'il faut faire en matière de choix, et en particulier de choix d'infrastructures. Moi, je crois au contraire qu'il y a un lien très très fort entre la participation, la délibération, le caractère inclusif de la délibération et la légitimité politique et l'efficacité de l'action publique. Alors, il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions pour ça. C'est qu'il faut qu'on s'entende sur les cadres de la délibération, qu'il soit clair, que le débat public puisse susciter une certaine confiance dans le fait que ce qui sera produit par le débat pourra avoir une influence sur la décision. Aujourd'hui, c'est l'opacité de ce processus de délibération préalable à la décision. C'est la multiplicité des lieux où on discute de la décision qui empêche finalement que ce processus viennent renforcer et renforcer en particulier l'acceptation sociale de la décision. Il faut qu'il y ait des cadres clairs. Ça me paraît tout à fait évident. Et le cas, alors, on en a un peu parlé jusqu'à maintenant, le cas de Notre-Dame-des-Landes est tout à fait caractéristique de ce point de vue-là. Il y a bien eu un débat public, il y a 10 ans, un débat où tous les points de vue ont pu s'exprimer, y compris les opposants. Simplement, la décision a lieu 10 ans après, ou en tout cas, et 10 ans après, le débat public ne tient plus la décision. Il ne peut plus contribuer à légitimer la décision parce que celle-ci a suivi un cheminement infiniment trop complexe et trop long pour qu'on puisse connecter la délibération démocratique et le choix final. Gilles Retière entendait réagir à l'interpellation de Thierry Pêche. Bon, si c'est pour me faire parler sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je ne mords pas à l'hameçon. Je ne mords pas à l'hameçon. Enfin bon, le débat, il n'a pas été correctement posé ces derniers temps. Attendez que le débat soit à nouveau bien reposé. Et essayons de mettre plus de raison que de passion. Moi, je suis un élu local. Je suis les pieds sur le trottoir. Et moi, ce que l'on cherche à faire, c'est une ville polycentrique, je dirais, à toutes les échelles. À savoir, dans des communes moyennes, recréer des lieux de vie à des échelles de quartiers, voire même de petits quartiers. Parce que la société se délite dans ses relations sociales. Moi, je veux bien croire que les enfants vivent à côté des parents, mais c'est de moins en moins vrai. On a des personnes âgées qui ont perdu leurs enfants et qui sont là, et qui sont en recherche de rapports humains, de rapports de solidarité, d'échange, simplement de reconnaissance. Et donc moi, j'ai structuré sur ma commune et aussi sur la communauté urbaine ces formes d'urbanisation qui font qu'on ait un peu tout à portée de main dans un espace assez réduit, de façon à ce que les habitants de ce quartier se connaissent, se reconnaissent, se parlent, échangent, aient des moments de vie sociale ensemble. Parce que pour moi, la grande crainte de l'évolution de nos villes, c'est l'anonymat dans une société où on est perdu. Certains s'y retrouvent peut-être très très bien, mais je crois que la plupart de nos concitoyens ont besoin d'avoir ce contact, je dirais, ce contact humain est presque charnel, enfin, cette possibilité de discuter. Moi, je suis un peu perplexe devant les communications par les réseaux sociaux, parce que on n'a pas forcément la personne en face et on communique à l'autre bout de la planète sur des sujets, je ne sais pas si on les connaît bien finalement. Je crois que il ne faut pas rester dans sa bulle et il faut rencontrer son voisin. C'est ce que je voudrais dire en premier. Et donc, cette construction d'une ville polycentrique à la petite échelle, à la grande échelle de l'agglomération, à l'échelle de l'Ouest pour nous, c'est une nécessité pour que l'on retrouve cette force humaine. Je le disais tout à l'heure, nous sommes ici sur un territoire où nous sommes capables de nous parler
même si on a des options politiques différentes, si on a des compétences, des interventions économiques différentes, si on a des rapports sociaux différents, on est capable, ensemble, de se dire, pour le devenir de la vie sociale dans notre agglomération, il faut qu'on réussisse ça ensemble. Et ben ça, moi, je crois que c'est fort. Ben, moi, je crois ça. Donc, maintenant, vous me parlez de métropole. Alors, bon, j'étais hier. Peut-être sur la question de la métropole, je propose qu'on y revienne dans un deuxième temps. Comme vous voulez. Merci. Peut-être une réponse rapide, une intervention rapide, Dominique Cardon, au scepticisme exprimé par Gilles Rothière sur les réseaux sociaux. Après quoi, je vais passer la parole à Cynthia Fleury et à Jean Viard qui l'ont demandé. Très, très vite pour vous rassurer, et vraiment toutes les enquêtes montrent que plus on discute sur les 10 réseaux sociaux, plus ceux avec qui on discute sont des gens qu'on rencontre dans la vie réelle. Si vous avez 100 amis sur Facebook, vous discutez avec 10 personnes. Ces 10 personnes, c'est les gens que vous croisez dans la vie réelle. Le numérique est encastré dans la vie quotidienne. Je pense que ça fait partie de ces représentations qu'on se fait du numérique comme étant une sorte de virtualisation dans l'altérité. Je peux dire un mot sur de réflexion sur le réseau, bien sûr, comme la nouvelle forme du local. Alors, je m'excuse, je vais être très général, mais je pense que ce que précisément l'Internet, le numérique, fait voir de ce que l'on ne voit pas quand on le regarde, je crois, trop verticalement depuis les instances et les institutions des transformations de la société, ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est, je crois, un changement, alors je vais le dire avec un peu de jargon, mais c'était ce que disait Loïc Blandiot tout à l'heure, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas reverticaliser ou repenser verticalement les attentes démocratiques des citoyens, mais c'est qu'il faut éviter aussi de vouloir les resubstantialiser, c'est-à-dire de vouloir redonner du projet et du contenu de façon très forte, depuis le haut en tout cas. Et moi, ce qui me semble et ce qui m'intrigue, et je crois que c'est à la fois un facteur assez positif et en même temps qui présente des signaux d'alerte assez forts, c'est que dans les nouvelles attentes militantes, politiques, démocratiques qu'on peut observer et qui se sont beaucoup exprimées sur Internet, je pense aux altermondialistes, je pense aux indignés, je pense au mouvement des Occupy, je pense aux Anonymous, c'est à la fois une radicalisation d'une forme de l'individualisation de ce critical citizen qui apparaît, c'est-à-dire un citoyen réflexif, qui n'attend pas qu'on lui donne les sujets sur lesquels il doit réfléchir, qui ne s'inscrit pas dans des organisations et des institutions moi je suis très frappé, par exemple les mouvements altermondialistes que j'ai beaucoup étudiés, on participait à une réunion, une assemblée, et on disait de quelle association, groupe, collectif on appartenait. Alors des fois le groupe et le collectif étaient beaucoup plus fragile qu'un syndicat ou une association bien reconnue, mais on avait quelques badges à montrer. Aujourd'hui, dans une assemblée d'indignés, si on dit j'appartiens à tel syndicat, mouvement, collectif, on dit non, tu es toi. Et donc il y a un renforcement de l'idée que c'est d'abord l'autonomie de l'individu qui est en jeu dans la mise en expression de ses attentes et de la mise en réseau qui est constituée. Et ce qui est à côté de ça, qui est fascinant, c'est donc qu'on n'a plus de projet politique commun qui soit porté par une instance, une représentation, un porte-parole, mais qu'on a la volonté de fabriquer par ces individualités quelque chose qui serait non pas de l'intérêt général mais du commun. Et le fait que nous reprenions le terme commun ici, qui nous vient vraiment des cultures coopératives de l'Internet, et à mon avis très, très significatif de la diffusion de ce thème, et l'attention principale, elle est faite aux procédures démocratiques qui font que chacun va être attentif au droit à la parole de chacun, à la manière dont les arguments vont être échangés, à la manière dont les compromis vont pouvoir être formés, à la manière dont le dissensus va pouvoir être exprimé et retraduit dans les décisions collectives. Et ces attentions procédurales, elles sont constantes dans toutes les formes d'engagement militant, collectif, citoyen, qui font des formes réseau aujourd'hui. Peut-être, là j'étais un peu général pour donner un exemple, je pense que Réseau Éducation Sans Frontières est pour moi le modèle typique de ça. C'est à la fois de l'hyperlocal, c'est des parents qui ont été concernés parce que les copains de leurs enfants vont être conduits à la frontière. C'est très local et en même temps, il n'y a pas de porte-parole, il y a certes une organisation, la CIMAD, qui soutient beaucoup, mais c'est des individus collectifs avec des experts qui vont se mobiliser. Une grande partie des formes d'action passent par Internet et beaucoup d'actions locales, de discussions, etc. Et c'est ces nouvelles formes-là qui, je crois, montrent bien des sortes de mise en émergence par le bas, de causes collectives, dans lesquelles c'est les formes de coordination qui ont pris place grâce
avec le soutien des outils numériques et surtout en s'appuyant sur cette transformation d'une autonomie des formes d'engagement de la part des individus. Merci. Cynthia Fleury. Pour aller rapidement, deux points sur effectivement la question de la démocratie locale. Il est évident qu'il n'y a pas effectivement un mythe de cette démocratie locale. En même temps, la démocratie, c'est nécessairement endogène, incarné, et le territoire est un terrain d'action très 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 important. En fait, je pense que, si vous voulez, on est déjà dans un deuxième âge, et même si on n'y est pas, il faut y aller, de la démocratie participative. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la question des échelles. C'est la question des échelles et ce qu'on a dit tout à l'heure sur la continuité territoriale, nationale, etc., régionale. Bon. C'est-à-dire que la démocratie participative est un maillon du grand tout et nécessairement, à l'intérieur des structures de démocratie participative, il faut faire lien avec la démocratie nationale, il faut faire lien avec l'échelon suivant. Et c'est ça qui est aujourd'hui l'objet même de la démocratie participative, selon moi, c'est de faire cette dialectique des échelles, ce grand continuum-là, et qui fait qu'on sort nécessairement du petit enjeu local. L'enjeu local est un enjeu national, et c'est comme ça que la force des territoires deviendra une force commune. Donc c'est plus désagréable, mais ça permet aussi de contourner tous les veto players. Ça permet aussi pas forcément de les contourner, mais ça permet, entre guillemets, d'ouvrir le jeu des parties prenantes. Parce que précisément, quand on réinscrit ça dans des enjeux plus lointains, si j'ose dire, mais plus généraux au sens de l'intérêt général, tout d'un coup, bon, on a des enjeux plus importants. Bon, sur la question du droit d'expérimentation, c'est complètement sous-utilisé à ce niveau-là. Donc, vraiment, pour moi, nécessité d'articuler les échelles, le continuum. Le deuxième point, c'est effectivement, nous avons, hélas, mais c'est comme ça, bâti notre modèle de justice sociale à l'intérieur du modèle de la croissance. Nous ne savons pas faire, à l'heure d'aujourd'hui, de la justice sans la croissance. Bon, c'est très problématique, puisque la croissance, c'est terminé. Et ça aussi, Thierry Pech l'a très très bien dit tout à l'heure, il ne vous croit pas, hélas, hélas, hélas. Il vous croit. Donc je crois que c'est... Pourquoi il vous croit? Tout simplement parce que le refoulement et le déni sont aussi psychanalytiquement des données pour résister à une rupture de paradigme difficile. Donc quand les élites, entre guillemets, prennent cette responsabilité de continuer ce mythe de la croissance, c'est dramatique, parce que sur le terrain, même si on sait que c'est faux, d'une certaine manière, ça reste un discours crédible, légitime. Il y a encore cet attachement à la légitimité qui fait que, bon, on se dit, allez, c'est pas grave, je change pas tout de suite, je changerai demain, puisqu'il est en train de me dire que finalement, tel endroit ne va pas être fermé, etc., etc. Il y a encore ce crédit-là pour ne pas faire. Et ce qui est aussi la preuve d'un reste de crédit dans la parole légitime, et c'est très important, parce que si on vide la parole démocratique de la vérité, c'est la seule manière de conjurer la violence en démocratie, c'est d'utiliser le dire vrai. Donc là encore une fois, je crois que les élites ont un rôle considérable, et j'ai une vision très robespierriste des élites. C'est le meilleur d'entre nous, entre guillemets, c'est-à-dire non pas la petitesse des grands, mais la grandeur de l'homme. Donc les élites au sens très très large. Donc non, nous avons vraiment à penser cette question de la croissance faible, voire ridicule. Le Japon, juste, c'est 0,7 de croissance depuis 20 ans, avec des engagements dans la recherche, tout ce que vous voulez. Et de fait, c'est un point économique quand même très important. Pour les vieilles démocraties. Pardon. Oui, Jean Viard. Non, moi je mettrais un œil de sociologue. Je dirais, on fait en moyenne 45 km par jour dans la société française par citoyen. Alors c'est une moyenne, c'est idiot, il y a des gens qui bougent pas beaucoup, il y en a qui bougent beaucoup. Mais quand même, ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un territoire démocratique? À partir du moment où, en gros, on fait, sur les 45, on va en enlever 15, c'est ceux qui servent aux vacances et au week-end. Chacun fait 30 km dans son territoire pour aller à l'école, aller faire les courses, aller voir ses copains, etc. Dans une structure qui ne correspond pas à l'espace du vote. Ce qui fait que plus de 60%, presque 70% des gens ne votent pas là où ils travaillent. Oui, vous avez une très belle formule, la démocratie du sommeil. Voilà, on vote là où on dort. Donc on vote pour des raisons, d'abord, de citoyens qui dorment. Le silence, la bonne école, la sécurité des enfants, des trucs au demeurant très respectables, mais qui ne sont qu'une partie de la vie. Et je vous rappelle que le modèle républicain, au départ, c'était que ceux qui avaient du revenu qui votaient.
Il fallait donc avoir de la richesse. Nous, on l'a démocratisé, ce qui est une bonne chose, mais maintenant, paradoxalement, c'est plus là où on travaille qu'on vote, c'est là où on dort. Et donc, on a enquisté le modèle. Et pour être réélu, et ça je peux vous en parler, en tant qu'élu, pour être réélu, il faut s'occuper de ça d'abord. Parler de foyers de jeunes travailleurs, parler de développement économique, parler d'usines, parler de... C'est des choses qui vous font battre. Donc je veux dire, là-dessus, on est dans une situation difficile. Après, on a effectivement multiplié les niveaux pour essayer au fond de rattraper la démocratie. Mais on n'a pas fait ça. Le débat qu'on a sur la métropole en ce moment, notamment à Marseille, c'est quoi? Il y a des gens comme nous, le président du Conseil de développement, ou moi, on dit il faut faire une métropole au scrutin direct. Il faut que la cristallisation autour d'un projet construise l'espace politique, y compris parce que l'échelle de la métropole fait que la plupart des gens y habitent et y travaillent. On réunifie le lien démocratique parce qu'on réunifie le fait d'habiter et le fait de travailler dans un territoire politique. Or, c'est pas du tout ça qu'on fait. On fait une démocratie des maires. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? On donne pouvoir sur la métropole au Conseil des maires. J'ai beaucoup de respect pour les maires, mais on est dans une démocratie du citoyen, pas dans une démocratie des maires. Or, les maires ont pris pouvoir sur la démocratie. C'est tout à fait extraordinaire. Donc voilà, il y a ça que je voudrais dire. La deuxième chose quand même, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre démocratique. Dans les grandes villes, il y a un élu pour 8 à 10 000 habitants. Dans une petite commune, c'est quasiment une démocratie familiale. Et on est toujours sur ce découpage. Ce qui fait que dans des grands ensembles où il y a 25 000 personnes, il n'y a pas de conseil municipal. Il n'y a pas de cristallisation par le politique. Il n'y a pas de majorette, il n'y a pas de pompiers. Il n'y a pas tout ce qui fait aussi la construction du lien social. Et dans les villages, c'est l'inverse, ou les petites villes. Quand est-ce qu'on aura une égalité des modèles démocratiques? Où on fera plus de communes dans les grandes villes pour gérer la proximité? Un grand ensemble de 15 000 personnes, mais ça doit être une commune, avec un conseil municipal, avec une liste de droite, des fascistes, des communes, qui est la vie politique du territoire. Et que de l'autre côté, on ait une plus d'égalité démocratique. Et dernière idée là-dessus, quand on a décentralisé la France, on n'a pas décentralisé le savoir. Les universités ont une énorme responsabilité. Il ne faudrait pas les doubler. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Où étaient les 2 débats de la présidentielle? Dans les grandes universités. C'était là où, naturellement, les grands politiques allaient faire débat. Mais nous, vous rigolez, on ne va pas aller faire ça dans nos universités, qui sont des trucs extrêmement en difficulté économique, symbolique, et avec en plus des universitaires qui ne travaillent pas sur leur propre territoire, parce que dans leur logique de carrière, c'est pas valorisant. Et est-ce que vous avez des très bons livres sur les villes françaises? Allez à Lyon, qu'il faut lire pour comprendre Lyon, qu'il faut lire pour comprendre Nantes. Où sont ces livres qui font débat sur les transformations du territoire, ses enjeux, etc. C'est à côté du monde du savoir. Donc je pense que c'est un enjeu majeur aussi, parce que sans démocratisation du savoir, sans rapprochement du débat entre savoir et pouvoir, si le seul niveau il est national, et en plus il n'est pas non plus au niveau européen, on a quand même un énorme problème. Et c'est bien pourquoi nous avons créé ici une revue qui s'appelle Place Publique, et dont le prochain numéro précisément portera sur les rapports entre Nantes et Paris. Olivier Mongin, je propose, vous voyez là à la scène, que vous continuiez sur le lien entre local et métropole, tant il est vrai que ici, à Nantes, le local est métropolitain. Oui, enfin, il y a des gens plus compétents que moi, mais je vais juste repartir quand même du numérique, parce que je pense qu'on est de toute façon déjà, où que ce soit, dans le global. Et c'est là où on a un problème de vocabulaire incroyable. Et surtout en France, on est dans le global sur le mode immatériel. Enfin, c'est tout ce que nous... Je crois que c'est très important d'entendre ce que disent Cardan, Blondiot. De toute façon, où que ce soit dans le monde, nous sommes déjà dans l'univers global. On est, comme l'a dit Cynthia, à plusieurs échelles, en permanence. Le problème, c'est ce qu'on appelle dans le baratin l'urbain généralisé. Il est partout. Et le problème, c'est de reconfigurer des territoires, mais lesquels pour qu'ils soient démocratiques? C'est ça la question contemporaine, avec les réseaux sociaux et autres. Moi, simplement, ce que je valorise un petit peu, c'est quand même le retour à l'espace physique. Pour moi, ce que j'appelle le syndrome de la place Tahrir, c'est pas gai ce qui s'y passe. Mais c'est intéressant de voir qu'un mouvement déclenché par des réseaux sociaux se retrouve dans une espèce d'agora. Toujours. Hein. Il y a quelque chose là qui fait réfléchir. Voilà, on retrouve ce qu'on peut appeler un milieu. Sur ces questions, il y a des mouvements en Italie ou ailleurs extrêmement intéressants, des gens qui travaillent ce qu'ils appellent la mondialisation par le bas. Vous avez peut-être entendu parler des territorialistes, tout d'Alberto Magnaghi, hein, qui sont des gens extrêmement intéressants. Ils disent pas qu'il faut sortir du global, qui serait la mauvaise mondialisation. De toute façon, on y est. C'est ça je pense que c'est ça la difficulté qu'on a, c'est quoi, comprendre qu'on est déjà dans le global, en tout cas sur le mode immatériel, si on veut pas accepter après. Bon, très rapidement après, pour arriver tout doucement vers la métropole,
On sort à la revue Esprit, je fais une pub, mais mars-avril, un gros numéro sur le périurbain, qu'elle a collaboré de Toulouse, Marie-Christine Jaillet, qui est ici, qui connaît bien mieux que moi tous ces problèmes. On a quand même eu, avec la présidentielle, un débat sur le vote protestataire, les oubliés de la métropole, qui sera la métropole riche face aux autres. Il y a eu plein de... Bon, moi je voudrais quand même rappeler, je suis pas sociologue, mais on a beaucoup dit citoyenneté, là, en permanence, comme si la citoyenneté, ça fonctionnait ou ça devait fonctionner. Les sociologues aujourd'hui, ils travaillent avec 3 notions, on me corrigera. Ils parlent de citoyenneté, je suis citoyen là où je vote. Peut-être dans ma commune, c'est dans ma commune. Je suis habitant, on peut discuter le terme, là où je dépends par exemple d'une intercommunalité, mais où je ne vote pas. Et je suis usager après, effectivement, des outils du Nantes Centre, etc. Il y a quand même toute une littérature qui nous montre à propos du périurbain, d'une certaine manière. Là, moi, je suis un petit peu négatif, qui n'en finit pas de s'étendre. On a les chiffres, faut pas se tromper là-dessus. Donc, on a après des pratiques qui sont des pratiques beaucoup moins citoyennes, je peux pas m'appesantir, que des pratiques qu'on appelle de clubisation, les travaux d'Éric Charme, etc., qui sont des pratiques, je dirais, de type associatif, mais qui ne sont pas des pratiques citoyennes au sens où nous l'entendons de manière républicaine. Alors, est-ce qu'il faut dévaloriser ces pratiques ou non? Je ne crois pas, dans le sens que vous avez dit, mais ne nous trompons pas, la citoyenneté, elle ne fonctionne pas de manière équivalente partout sur les territoires. Et moi, je pense pour les conseils de développement, c'est très important, parce que vous-même, vous êtes à multiples échelles. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des conseils de développement pour des grandes communautés urbaines. Et puis, moi, je pensais que c'était un peu un cas général. On découvre, et moi, je trouve ça formidable, qu'il y a des conseils de développement pour 2 intercommunalités qui se mettent ensemble. Donc, vous êtes confronté au problème global de ce qu'est la réforme des territoires. C'est ça, moi, qui me paraît très important, et à ce problème qui est celui effectivement de la reconfiguration démocratique des territoires, qui, je me répète, mais quand même est l'enjeu de la 3e loi de la décentralisation. On peut discuter de là où ça nous mène, etc. Alors après, sur les métropoles, d'un seul mot, M. Delevoye, moi, travaillant là-dessus, a dit modèle de l'État, il est peut-être le modèle, on est tous à dire le modèle verticaliste qui va pas bien. Attention, si vous regardez la carte urbaine à l'échelle mondiale, qu'est-ce qui est le modèle qu'il a emporté, les petits dragons, etc., c'est la cité-État. Le modèle partout de la réussite, attractivité, compétitivité, c'est Singapour. Pour Shanghai, le modèle, c'est Singapour, tu es d'accord. Sao Paulo, le modèle, donc c'est la cité-État restreinte sur elle-même, c'est l'île. On est dans un... la ville-monde, bon, enfin, on va pas discuter. Non, mais moi, je pars de ce qui marche le mieux, parce que c'est eux, on est très loin d'eux, excuse-moi. En termes quantitatifs la cité-État, c'est Dubaï aussi. C'est-à-dire, c'est des États où d'ailleurs très souvent il y a disjonction entre les gens qui font la ville et les habitants eux-mêmes. On a une disjonction totale. Donc on est en train de rentrer dans un monde urbain qui est un monde où ce qui a été pour nous la modernité, au sens où elle associe, je dirais, un type de territoire à la démocratie, est en train de se casser. Donc on voit très bien ce que nous on peut faire pour pallier, pour aller contre ce modèle. Mais ne nous trompons pas, la cité-État est le modèle. Et les États se multiplient. Donc, de toute façon, nous, le problème, on est dans un pays à État fort où l'enjeu actuel, c'est de retrouver un équilibre État-ville. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est ça qui est à travers la métropole. Alors, la métropolisation d'un mot, c'est quoi? Effectivement, on l'a bien vu avec Nantes. Je me souviens d'ici de débats avec Pierre Veltz, avec toi. On est ici dans un territoire qui capte beaucoup mieux les flux, bien entendu, prioritairement économiques, que l'État peut le faire aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est que dans un monde de flux? Donc le problème de la métropole, ça va être effectivement de s'inscrire dans la mondialisation, qui n'est pas un phénomène économique, je le répète, mais en même temps de répondre sur le plan de la justice sociale à ce qui est en passe de devenir le périurbain, et qui est lui-même très émietté, fragmenté, et quelque part les conseils de développement, ils représentent ça. Donc on a ce problème et je termine la crise, pour rebondir sur Péripèche d'un mot, elle a commencé avec quoi? Avec les subprimes, avec le problème du logement, avec les problèmes qui doivent être au centre de tous nos débats sur les territoires et l'urbain. Le problème central, il est le logement. Aujourd'hui, la question principale, on peut être de gauche, Thierry a évoqué des réformes possibles, il a raison, moi je ne les vois pas venir, c'est quand même le problème de la rente immobilière ou foncière. Aujourd'hui, le problème, il est mondial. Le problème, et là, Marx et Engels se retourneraient dans leur tombe. Le problème, il est que tout le monde a besoin d'accéder à la propriété et au logement. C'est la condition première. Avant tout, nos débats, et que c'est ce qu'on appelle la rente immobilière. Et il va falloir y répondre. Vous savez mieux que moi,
ce qu'un jeune couple met de côté aujourd'hui pour acheter un appartement par rapport à ma génération. Hein. Et cette question de la rente, elle est centrale, puisque ce qui réussit par ailleurs, c'est les pays rentiers que j'ai évoqués tout à l'heure, pays pétroliers et autres. La question de la rente, dans la crise qu'est la nôtre, c'est la question décisive. J'ai coupé la parole à Gilles Rottière tout à l'heure quand il voulait parler de métropole, en lui disant qu'il aurait l'occasion de le faire à nouveau. Ben voilà, c'est le moment. Et puis après, on va passer la parole à la salle. Bien, je participe à ce débat depuis 5 mois de façon active. Qu'est-ce qu'une métropole ? On en rediscutait encore hier. Il n'y a qu'une seule métropole en France, c'est Paris. Bon. Justement, elle est mal organisée. Ça, et la région parisienne, c'est affreux. C'est affreux. Comme je l'ai dit à tous les ministres, je peux vous le redire. La région parisienne n'est pas organisée. Donc, la banlieue parisienne ne s'organise pas. Lyon prétend être la seule métropole européenne. Gérard Collomb va avoir pour partie satisfaction. Après, on a plein de villes qui se dénomment métropoles dans leur agglomération. Franchement, à l'échelle mondiale, il faut être modeste. Il n'y a pas beaucoup de métropoles en France si on a cette vision mondiale. Et donc ça, il ne faut pas trop s'attacher au titre. C'est plus à la forme de travail qui peut être organisée dans cet acte 3 de la décentralisation, puisque c'est ainsi qu'on en parle aujourd'hui. Moi, je le rediscutais hier avec mes amis et avec les ministres. Je suis dubitatif aujourd'hui sur le projet de loi qui, globalement, je suis obligé de simplifier en quelques minutes, passe d'un jacobinisme d'État à un jacobinisme régional, si on n'y prend pas garde. Mais toutes les régions françaises ne sont pas identiques. Et donc l'un des problèmes de la loi, c'est de donner un cadre pour des situations qui peuvent être très différentes. Entre la région Auvergne ou la région Rhône-Alpes, il n'y a pas les mêmes potentialités, il n'y a pas le même fonctionnement. Il y a sans doute 2 métropoles, Lyon et sans doute Grenoble, de par son rayonnement notamment en matière universitaire et de pôle de recherche. Donc l'une des difficultés actuelles de la loi, c'est d'essayer de trouver un cadre à toutes ces situations. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette lecture unique de l'organisation française. Et que dans certains cas, effectivement, des grandes villes, pour ne pas utiliser le mot de métropole, puissent avoir une capacité d'action. Et en ce sens, je ne suis pas d'accord sur la notion de chef de file et sur le fait que l'on spécialise et qu'un tel n'aurait pas le droit de faire telle chose. Ça dépend des situations. Et dans les grandes villes, on doit pouvoir agir, pas sur tout. On parle de développement économique, l'accompagnement des entreprises en difficulté, ça peut être la grande ville, mais c'est plutôt la région. Par contre, sur ce qui fait le développement potentiel, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation technologique, les IRT, instituts hospitalo-universitaires, là, les grandes villes doivent être en capacité d'y participer. Et un schéma qui définirait trop directement les rôles de la région, je parle beaucoup de la région et des grandes villes parce que c'est, je crois, là que se pose le débat. Le débat des départements, laissons l'autre côté. Qu'est-ce qui fait actuellement le moteur potentiel de la France ? Ben, vous l'avez dit tout de suite, moi je crois beaucoup aux capacités d'organisation dans les villes. Bon, pas forcément uniquement avec la structure administrative de la ville métropole, mais c'est dans les villes que vont se faire les capacités de réaction, de développement, d'innovation. Il faut qu'il y ait une entente avec la région. Oui, il faut qu'il y ait une entente avec la région. Là-dessus, on n'est peut-être pas sur des villes-États, mais
c'est pas sur des villes sous tutelle, c'est pas des métropoles sous tutelle. Et donc le projet de loi, aujourd'hui, pour ce qu'on en connaît, nous laisse un peu dubitatif. Donc les choses sont avancées sur Lyon, avancent semble-t-il sur Marseille, et là sur Marseille. C'est une nécessité. Il faut rompre cet égoïsme entre les différentes communautés qui sont autour de Marseille. Il faut qu'il y ait un grand ensemble qui soit en capacité de gérer l'ensemble des problèmes de l'agglomération marseillaise. L'une des difficultés, c'est que les Marseillais ont vu ce que ça donnait à Nice, et qu'à Nice, c'était pas forcément un fonctionnement très solidaire. Mais il faut certainement que, ex-Marseille, il y ait une unité de gouvernance. Donc là, après, tous les débats sont ouverts. Autour de la table hier, il y avait des grandes villes comme Orléans ou Pau. Franchement, il n'y a pas toujours les mêmes capacités de rayonnement et d'innovation au niveau de l'ensemble de ces villes. Donc le débat, il n'est pas facile aujourd'hui. Je crains qu'on ne simplifie pas grand-chose. Ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on donne des capacités d'intervention à ceux qui le veulent. Merci Gilles Rottière. Philippe Audic, un mot, un petit mot. Oui, ça va être très court, et ça fera la transition avec les questions certainement que vont poser nos collègues des conseils de développement. Tout ça pour dire ce qui a été débattu dans la table ronde au niveau des organisations territoriales, on en traite et on échange évidemment au sein de nos conseils de développement. On fait le constat, évidemment, ça a été dit, qu'il y a une différence entre le territoire administré et le territoire vécu par le citoyen. Et que probablement, on ne fera jamais coller le territoire vécu au territoire administré. Donc, quelque part, une des suggestions qu'on a faites, nous, à Nantes, mais sans doute on n'est pas les seuls, c'est de dire qu'il faut à un moment se poser la question de gouvernance thématique et à durée limitée pour traiter des questions qui débordent du territoire administré et qu'il faut traiter sur une dimension plus large. Je pense qu'il faudra, peut-être le projet de loi n'ira pas assez loin dans ce sens-là, il faudra sûrement être capable, à un moment, d'inventer des formes de gouvernance qui associent différentes dimensions territoriales pour traiter une question qui ne peut pas être traitée sur un territoire tel qu'il est défini à un moment. Voilà. Juste pour dire ça et exprimer le regret qu'on a, nous, effectivement exprimé dans nos travaux sur Nantes 2030. Et par rapport à la loi en préparation, c'est la question du suffrage universel quand même. Hein. Donc... 2 secondes. Je suis intervenu plusieurs fois, y compris devant François Hollande. C'est pas possible de le mettre en place pour 2014, on est trop près de l'échéance. A priori, François Hollande l'envisage pour 2020. Je lui ai demandé de mettre dans la loi, mais c'est une loi organique et donc ce ne sera pas dans la loi. Mais la perspective est en cours. Bien. Est-ce qu'on peut faire un peu de lumière dans la salle, peut-être? Voilà, merci. Écoutez, nous disposons d'à peine 20 minutes, de 18 minutes très exactement pour les questions de la salle. C'est un très mauvais exemple de démocratie participative. C'est-à-dire, ben voilà, il y a des contraintes de tous ordres. Donc, question brève, réponse tout aussi brève, si c'est possible. Et si les gens peuvent se présenter, effectivement, au moment où ils posent leurs questions. Monsieur que je distingue à peine. Allez-y. Moi aussi, je vous distingue à peine. Je suis le président du Conseil de développement du Pays de Lorient en Bretagne. Je vais pas revenir sur l'idée de la métropole, mais dans les propos que vous avez tenus, il y a la nécessité du changement et les difficultés du changement. Une espèce d'impossibilité. On se retrouve face à un mur finalement quelque part. Parce que ce que disait Thierry Pêche, on n'a pas les moyens pour les régions. Ce que disait Olivier Mongin ou d'autres, la rente immobilière, c'est un mur. Et on ne veut pas changer, il n'y a pas de projet. Donc on a l'impression qu'il y a un besoin de changement qui est ressenti par tout le monde, mais une impossibilité ou une incapacité à vouloir les changements réellement. C'est-à-dire qu'on en a peur quelque part, quoi. Je voudrais savoir ce qu'on peut en penser. C'est une question immense. Qui souhaite y répondre? Allez, Jean Viard, se lance à l'eau. J'irais juste une chose, c'est-à-dire que, en partie, c'est vrai. Moi, je sais que bon, des gens comme nous, on parle avec les gens de pouvoir, on parle avec eux, on les fascine souvent, et en fait, après, on se dit, mais à quoi ça a servi, quoi? Bon, moi, c'est vrai, non, mais je le dis parce que j'ai fait maintes fois, donc ça, c'est vrai.
En même temps, je veux dire, sur tous ces sujets, il y a quand même un débat dans la société. Il y a quand même un débat, il y a une réflexion, etc. Donc, c'est de l'expérimentation, tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le rapport, je dirais, aux plus hautes autorités de l'État, on a l'impression effectivement que les systèmes sont tellement bloqués, complexes, avec des grands corps, des systèmes organisés, des stratégies d'élus, qu'on peut comprendre. Mais, vous voyez, par exemple, le sénateur qui est chargé de la réforme des territoires au Sénat, je crois qu'il a été élu en 65 dans une commune de 50 habitants. J'ai un profond respect. Mais comment est-ce qu'on renouvelle les processus, les personnes, etc. À un moment là-dessus, on a du mal. Mais il y a des lois devant nous, quelques-unes sur le cumul des mandats, tout ça. Donc ne noyons pas complètement le bébé avec l'eau du bain, mais je reconnais qu'on souffre. Thierry Pêche. Oui, bonjour Thierry, j'en profite. Moi, je pense que la situation de crise est maintenant suffisamment dure, violente, effrayante pour beaucoup de monde pour que quelques verrous sautent. Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont en train de sauter. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec nos débats d'aujourd'hui, mais qui, moi, m'a quand même impressionné. Au terme d'une nuit d'amendement à la Commission des finances à l'Assemblée il y a 3 jours, il a été acté que serait inscrit dans la loi le principe du contrôle pays par pays des implantations des banques françaises à l'étranger. C'est une première mondiale. Hein. On aurait tremblé, je pense, il y a encore 2 ans, 3 ans, sur ce sujet, etc. On n'a pas tremblé. Ça suffira pas, hein, attention, hein, c'est pas. Mais on va enfin savoir qui possède quoi aux Caïmans, aux Bermudes, à Jersey, mais aussi à Londres, à Vienne, au Liechtenstein, etc. Bon, donc il y a des verrous qui sautent parce que la situation est vraiment maintenant assez grave. Et que la maturité de la crise va permettre, je pense, de franchir un certain nombre de pas. Maintenant, il y a des verrous systémiques qu'il est beaucoup plus difficile de faire sauter, en particulier lorsque vous demandez à une assemblée de voter sur ses propres statuts, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir sur le cumul des mandats parce que les gens qui voteraient ça sont cumulards à 75%. C'est très compliqué de simplifier le réseau institutionnel territorial parce que c'est les mêmes. Bon, donc... Pardon, hein, mais c'est ça. Là, il y a des verrous systémiques. Une autre intervention. Oui, il y a une forêt de bras qui se lève, donc je ne sais pas qui s'est emparé du micro. C'est ici. Allez-y, oui. Oui, encore une question d'un conseil de développement breton. Jean-Charles Lollier, président du conseil de développement du centre-ouest Bretagne. Je voudrais parler de 80% du territoire qu'on n'a pas évoqué ce matin, c'est-à-dire les territoires ruraux. Et loin de moi de jeter la pierre aux intervenants et aux organisateurs, puisque la coordination nationale est surtout d'émanation urbaine. Donc nous allons être accueillis, ou nous sommes accueillis dans la coordination nationale sans difficulté. Donc je voudrais évoquer 2 points sur les territoires ruraux. Rapidement. Très rapidement, ça va être très rapide. 2 aspects, c'est sur les migrations, ville-campagne. Il faut savoir, et un autre aspect sur l'innovation. Il faut savoir que ces migrations représentent quand même 100 000 personnes par an. Et lorsqu'on décortique, et c'est des chiffres du réseau du collectif Ville-Campagne, sur ces 100 000 personnes, c'est quelques bobos ou quelques CSP++, mais c'est surtout des chômeurs, des travailleurs et qui drainent une pauvreté assez importante. Donc, après une fracture sociale, on va assister à une fracture territoriale entre, bon, je connais les poches de pauvreté qui existent aussi dans les villes, mais on va assister à ça. Et il va falloir l'anticiper, autant nous, en rural, qu'autant vous en urbain. Et le deuxième aspect, c'est sur l'innovation. C'est incroyable. Je fais des travaux actuellement pour Stéphane Le Foll sur la ruralité dans le cadre de sa loi d'avenir à venir, fin 2013. C'est incroyable la capacité ou bien les projets innovants qui se développent en zone rurale parce que nécessité fait loi. Lorsque on est éloigné de services ou autre chose, on est obligé. Les épiceries citoyennes, il n'y a pas de solution. Si un commerce ne peut pas vivre avec la zone de chalandise qu'il a, qu'est-ce qu'on fait? C'est les consommateurs qui sont derrière le comptoir. Et j'en passerai, je peux vous en citer comme Merci. ça. Alors, donc, on a bien compris la question qui est double. Hein. On a oublié la campagne. C'est à la fois la question de la fracture territoriale et de l'inventivité rurale.
Oui, juste un point, mais les Bretons connaissent bien Marie-Lise Branchu, particulièrement ceux du centre-Bretagne. À côté des pôles métropolitains, qui sont des pôles urbains qui intègrent le périurbain, va se mettre en place dans la loi des pôles, alors je ne sais plus comment elle l'a dénommé, mais d'organisation des services dans les parties rurales, qui pourra permettre d'avoir un dialogue entre le pôle urbain et le pôle plus rural. C'est vrai que Morlaix, la ville de Marie-Lise Branchu, n'est pas une grande métropole. Jean-Paul Delevoye. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose une question sur l'innovation et on répond structure, mais je comprends tout à fait ça. Non, mais je le dis, non, mais c'est pas une critique, hein, mais je pense qu'en réalité, on est en France en train d'enfermer l'innovation dans des process qui vont être remis en cause pour faciliter la Je voudrais dire 2-3 choses. Un, la crise est un formidable moment d'innovation. Et donc, il faut avoir un système qui libère l'innovation. Or, tous nos process de décision sont des process qui tuent l'innovation ou la fragilisent. Nous n'avons pas la culture de l'innovation. Et très souvent, on a le contentieux plus que la prise de risque. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut que nous réfléchissions. La deuxième, là, pardonnez-moi, Monsieur Mangin, je ne partage pas votre avis. La question que moi je posais, je partage l'avis qui a été... Nous allons rentrer dans un taux de croissance relativement faible, durablement pendant 10 ans. Rien que sur la notion de propriété. Quand on a un taux de croissance à 4 points, on double son pouvoir d'achat en 20 ans. Quand on a un taux à 2 points, on double son pouvoir d'achat en 70 ans. Ça veut dire qu'on sera plus locataire que propriétaire. Est-ce qu'on va être plus heureux en tant que locataire que propriétaire? Ça renverse complètement le financement de l'immobilier, le contrôle de l'immobilier pour éviter qu'il y ait un transfert du locataire vers des rentiers. La question, on ne va pas augmenter les revenus, c'est impossible. Comment on développe le reste à charge? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une politique, non pas de baisser le prix du carburant, ça ne marchera pas, c'est de diminuer la consommation de carburant. Comment faire en sorte que les gens qui soient consommateurs d'électricité deviennent producteurs d'électricité? Donc il y a toute une inversion culturelle qui est totalement passionnante, mais qui ne peut s'imaginer qu'en dehors du système, parce que le système aura tellement la trouille. L'énergie collaborative se développe à toute vitesse. Les syndicats se disent, mince, ils ne sont pas salariés, sur quoi je mets les cotisations? Il n'y a plus de convention collective, ça part de partout. Et l'État dit, la TVA, je la taxe sur quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la panique du système et une formidable créativité du terrain. Et là, c'est un sujet difficile à concilier. Merci. On va prendre 3 questions simultanément, les unes à la suite des autres. Ce seront les 3 dernières, tant pis pour les frustrations. Vous aurez d'autres occasions de vous exprimer au cours de ces journées. Oui. Oui, bonjour à tous. Roland Le Sceau, c'est toujours la Bretagne, mais ça, c'est le Sud. Allez. On a évoqué à plusieurs... ça a été évoqué à plusieurs... Très rapidement. Oui, ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Nous avons évoqué plusieurs fois la problématique des réseaux, l'immatériel et le réel. Et on s'est interrogé sur la possibilité de comment former nos territoires et former notre État. Et moi, je rajouterais la problématique surtout, c'est comment former une nation qui est quelque part la construction de notre identité et de notre citoyenneté. Et de plus, je voudrais aussi interroger, parce que quelque part, nous avons quelques paradoxes dans la vie publique et politique de notre pays, c'est que nous, les uns et les autres, nous n'avons pas la même pendule. Alors, quelle est votre question? Et là, c'est la question par rapport à la mise à l'agenda. La mise à l'agenda, qui c'est qui décide? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à admettre qu'il puisse avoir d'autres règles qui permettraient d'accepter le partage et de se donner du temps? Merci. Deuxième question ou intervention. Pardon? Une dame, me dit-on, mais je n'ai pas... Oui, il y en a une, voilà, allez. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui fais circuler les micros. Allez-y, présentez-vous d'abord. Je me lève? Levez-vous, on vous verra mieux. Donc Jacqueline de Montou, CD Ouest Charente. Oui, allez-y. À la fois à l'égard des espaces qui les entourent, et à la fois à l'égard des pays dans lesquels ils se trouvent. On dit Shanghai, ville-État, Olivier. Moi, je mettrais un gros modulo du point de vue économique, hein, parce que, oui, modèle si tu veux, mais ville-État, les villes-États, elles choisissaient leur niveau de salaire, de rémunération, le niveau de crédit, du taux de crédit, etc. Rien de tout ça.
En réalité, à Shanghai, le salaire minimum, il est fixé à Pékin. Le taux de crédit, il est fixé aussi d'ailleurs à Pékin, puisque bon, voilà. Et au fond, les métropoles qu'on compare, dont on a fait quand même des êtres un peu abstraits au-dessus, comme ça, de la réalité, sont enchâssés encore aujourd'hui dans des contextes économiques très différents. Et il y a quand même deux grands contextes aujourd'hui. Pour apporter une précision sur les débats et les malentendus qu'on pouvait avoir tout à l'heure sur la mondialisation, il y a, et ces contextes font système, et c'est pour ça que la mondialisation du point de vue économique ne fonctionne plus. Il y a d'un côté un capitalisme de la dette, côté occidental, qui vit à crédit, qui, parce qu'il n'est plus capable de distribuer du revenu, distribue de la dette. Voilà, on connaît le système. Et de l'autre, et c'est ça qui ne va pas aussi, il y a le monde des économies extraverties qui ne redistribuent pas leurs excédents, et qui vont les placer en épargne sur les marchés financiers occidentaux. Et la boucle, comme ça, s'entretient. Bon, c'est comme ça qu'on a fait un cataclysme financier il y a 5 ans et qu'il n'est pas résorbé. Donc, moi, c'est cette mondialisation-là dont je parle, Olivier. Hein. On ne parle pas de la même d'une certaine manière, mais ça met un sérieux point d'interrogation quand même sur l'enchâssement des métropoles. Voilà. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Désolé une fois de plus d'avoir dû écourter le débat, mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Quelques informations pratiques. On m'indique que le déjeuner est servi dans 3/4 d'heure. D'ici là, vous pouvez vous promener parmi les stands, y compris celui de place publique, et prendre l'apéritif. Les travaux reprennent à 14h30.